Donc rebonjour, après ce temps de déjeuner. Donc je suis Marie-Joëlle Rêve, je suis médecin responsable de Pédiated, pour ceux qui ne me connaissent pas. On m'a demandé dans le cadre de cette journée d'essayer de faire un petit peu le lien entre les recommandations et la mise en œuvre pratique que l'on pourrait faire dans les secteurs de pédopsychiatrie. Je dois avouer que je suis très heureuse d'avoir eu cette demande et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, alors d'une part, en tant que médecin responsable de Pédiated, donc au quotidien avec les enfants présentant des TED et leurs familles, mais pas seulement, également en tant que pédopsychiatre travaillant dans un CMP et ayant travaillé de nombreuses années en CMP, en hôpital de jour, et un hôpital de jour qui accueillait aussi des enfants avec TED. Mais également à un autre titre. Vous savez qu'il y a eu dans le plan autisme une mesure 5 qui correspondait à la diffusion de ces recommandations dans la prise en charge de l'autisme, dans le diagnostic. Donc des formateurs ont été formés. J'ai eu la chance d'être formée à ce moment-là, ce qui m'a un peu facilité les choses pour approfondir mes connaissances dans le domaine de l'autisme. Et surtout, donc, j'ai eu la chance de participer à ces formations, donc de donner certaines formations, et par là, de rencontrer beaucoup de monde, et surtout d'entendre beaucoup de choses à propos de ces recommandations, du pour, mais aussi du contre. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est qu'on revisite les choses, c'est-à-dire qu'on regarde de façon tout à fait pragmatique, qu'est-ce qu'on peut faire de façon tout à fait objective, honnête, je dirais, sans a priori. Parce que parmi les choses que j'ai pu entendre, il y avait des points de vue qui étaient tout à fait bloquants, qui, si on s'arrête à ce niveau-là, entraînent que ce n'est même pas la peine d'ouvrir le livre et puis de regarder. Alors, les deux principaux obstacles par rapport à ces recommandations m'ont paru être, d'une part, une position de principe. Est-ce qu'on a à expliquer aux acteurs comment faire leur travail ? Voilà. Alors si on prend ce principe que non, c'est pas la peine, on arrête là tout de suite l'intervention. L'autre position de principe, c'était ces propositions sont totalement inapplicables du fait du manque de moyens. Alors c'est sûr, si c'est inapplicable, c'est pas la peine non plus d'ouvrir le livre et je m'arrête là également. Voilà. Alors je vais vous quand même vous proposer d'avancer sur le sujet. Bien sûr, ça va poser des questions, ça va nous remettre en question. Il y a des choses faisables, peut-être moins. Voilà. En tout cas, c'est la démarche que je vous propose. Et bien sûr, on va le faire à la mode troubles envahissants du développement. Donc, on va avoir pas mal de pictos. Et donc, cela, je les ai pris sur Internet. Donc, c'est le chemin que je vous propose aujourd'hui, à savoir un regard un petit peu à la loupe de certains passages des recommandations. Bien sûr, on ne fera pas tout, parce que dans la mesure 5, on avait une journée entière pour parler des recommandations. Alors là, c'est sûr qu'en 1h30, c'est une mission totalement impossible. Donc, j'ai pris certains focus. Et on va regarder à la loupe certains passages des recommandations et je vais vous montrer les diapositives officielles. C'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est déjà des résumés, mais on est vraiment dans le texte officiel. Et puis, à partir de là, on va réfléchir ensemble. Hein, c'est la petite lampe. Qu'est-ce qui est faisable ? Qu'est-ce qui n'est pas faisable ? Voilà, quelles questions ça nous pose ? Et on aboutit à quoi ? On aboutit à des questions, mais aussi, beaucoup de choses sont déjà faites. Donc on peut piocher dans les exemples. Et là, autour des rencontres que j'ai eues, il y a des très beaux exemples. Bon, je vous les donnerai, bien sûr, c'est pas exhaustif. Et puis il y a quand même des choses qu'on retrouve, c'est-à-dire des choses que l'on fait déjà en pédopsychiatrie. Donc ça, ce sont les petites jumelles. Et puis il y a l'heure du changement, parce que franchement, je pense qu'il y a des choses à changer et que c'est un enjeu qui dépasse largement les troubles autistiques. Voilà. Donc les pictos, on va les retrouver tout au long du parcours. Donc vous savez que les recommandations correspondent à la mesure 9 du plan autisme 2008-2010. Il s'agissait d'élaborer des recommandations de pratiques professionnelles, d'évaluer leur mise en œuvre. Donc la HAS et l'ANESM ont élaboré ces recommandations communes. Ils se sont basés sur un certain nombre de parutions. Alors bon, elles sont listées, l'état des connaissances qui avait été paru en 2010, puis d'autres choses. Bon, voilà, vous avez la liste. Donc ce n'est pas parti de rien.
La méthode, tout le monde la connaît, mais juste un petit rappel pour aussi comprendre qu'il y a, voilà, il faut relativiser, il faut comprendre ce qu'on nous dit, et pour comprendre ce qu'on nous dit, il faut savoir d'où ça vient. D'où ça vient? Ça vient de la méthode du consensus formalisé, c'est-à-dire que il va y avoir une formalisation du degré d'accord entre les experts, les points sur lesquels tout le monde converge et qui vont aboutir à ces recommandations. Et bon, le chemin est complexe. Il y a un groupe de pilotage qui élabore des propositions, un groupe de cotation qui va sélectionner certaines de ces propositions, un groupe de lecture, et il y a eu aussi une consultation publique. Et vous savez que tout ça a abouti à des recommandations selon un grade. C'est-à-dire que c'est pas en tout ou rien. On est plus ou moins confiant dans ces recommandations, dans la validité. Donc on dit grade A, c'est preuve scientifique établie. Alors bien sûr, c'est ce que vous a expliqué Mario Speranza, c'est l'evidence-based medicine qui gouverne tout cela. Mais même dans ce cadre-là, très scientifique, on voit qu'il y a une graduation dans le degré de confiance qu'on accorde à ce qu'on propose comme recommandation. Donc allant de la preuve scientifique établie jusqu'à pas de preuve scientifique, mais des accords entre experts. Donc là, c'est l'expérience. Les objectifs des recommandations, c'était améliorer les pratiques des professionnels qui interviennent auprès des enfants et des adolescents avec TED. Et comme on vous l'a dit ce matin, c'est extrêmement centré sur la mise en place de prise en charge en évaluant des besoins et des ressources. Donc, par rapport à ce qui vous a été dit, c'est vraiment centré sur le handicap, la vie au quotidien, l'intégration sociale. Voilà, c'est ce qui va présider à l'organisation, de l'élaboration des prises en charge. Ça concerne chacun des domaines de fonctionnement. Et donc, le but, c'est de proposer un projet personnalisé d'intervention coordonné qui serait pertinent pour répondre à ces besoins. Alors, on reste dans la loupe, là. On commence le texte par qui sont les professionnels concernés par ces recommandations. Et là, on voit, le listing, c'est très très vaste. Donc tout le monde, tous les professionnels concernés, de près ou de loin, par les troubles envahissants du développement. En premier, les médecins, et en premier, particulièrement, les médecins psychiatres. Donc ça concerne la pédopsychiatrie. Et puis, tous les professionnels sont déclinés, jusqu'aux professionnels, en fin de liste, coordonnateurs, les cadres de santé, les enseignants référents, les équipes pluridisciplinaires de la MDPH, les directeurs d'établissements médico-sociaux. Donc tout le monde est concerné. On nous donne en début de texte une petite définition, je vous la redonne pour qu'on s'accorde sur ce qu'on va dire après. Les équipes d'intervention, c'est l'ensemble des professionnels qui vont mettre en œuvre auprès de l'enfant et de la famille les interventions de manière coordonnée. Et on prévoit dans le texte que cette coordination n'est pas que dans le secteur public, elle peut tout à fait se faire dans le secteur privé, puisque les réseaux libéraux coordonnés sont prévus. On poursuit. À qui s'adressent ces recommandations? Donc on a vu les professionnels coordonnés, les personnes avec TED, leurs familles, les professionnels qui exercent auprès d'enfants ou d'ados avec TED, donc dans des lieux de loisirs, les écoles, mais aussi les centres de loisirs, l'accueil petite enfance. On est de plus en plus large, de plus en plus vaste, jusqu'aux enseignants, aux formateurs et aux bénévoles. Alors voilà, on s'arrête un petit temps, on réfléchit. C'est centré, ces recommandations, il y a le diagnostic bien sûr, on en fera un petit point dessus, mais sur l'évaluation des besoins des ressources. Voilà, donc quelle question? Est-ce que finalement on va aboutir à des besoins des uns et des autres qui seraient différents? Parce qu'on a vu, il y a le besoin de l'enfant, il y a le besoin de la famille. Voilà, est-ce que les ressources sont différentes? Les ressources, on le sait, nous, entre les familles, ne sont pas les mêmes. Mais je ne parle pas que des ressources financières, les facilités à aller vers les institutions, les facilités à pouvoir aller vers la MDPH. Voilà. Dans ce cadre-là, des besoins différents, des ressources différentes, quelle va être la place de la pédopsychiatrie, finalement? Est-ce qu'on va s'adresser à des familles avec beaucoup de ressources, moins de ressources? Est-ce qu'on va s'adresser avec des enfants avec des grands déficits, des moins grands déficits, voilà. Quelle est notre place à nous en pédopsychiatrie dans ce panorama? Et puis pourquoi on nous a mis en tête de liste? Les psychiatres sont particulièrement concernés. Alors là, je me suis un peu interrogée. Est-ce que on connaît moins le sujet?
Est-ce que on est les premiers concernés parce qu'on est en tête de liste pour recevoir les enfants avec des TED? Voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'on est plus important dans un système de soins? Bon, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, on est en haut de la liste. Et puis, alors quand même, c'est très remarquable cette idée que toutes les personnes sont concernées par ces recommandations. En cheminant dans tous les colloques sur l'autisme, je dois avouer qu'une de mes surprises était que systématiquement tous les corps de métier étaient représentés. C'était une bonne surprise, mais en y réfléchissant, dans ma carrière jusqu'alors et sur d'autres sujets, les colloques étaient centrés sur les professionnels ou adressés au public. Et là, je pense qu'il faut qu'on l'entende. C'est un mouvement un petit peu sociétal, c'est-à-dire que ça s'adresse à tout le monde. Voilà, je crois qu'il y a des représentants de famille ici. On est dans un mouvement très différent. C'est-à-dire que ce n'est pas rien. Le savoir est diffusé partout. Et c'est une notion importante à comprendre et à accepter, je pense. Et il faut en tenir compte parce que les prises en charge vont tenir compte de cette dimension. Alors, le plan des recommandations, voilà, c'est celui-là. Il est décliné en 6 points avec des annexes. Je ne vais évidemment pas pouvoir vous parler de tous les points, puis ce serait peut-être pas forcément intéressant. Je vais pas mal développer la place de l'enfant et de l'adolescent et de sa famille, justement en lien avec ce qu'on vient de dire, parce que je pense que c'est intéressant qu'on y réfléchisse dans la façon dont on va travailler. Évidemment, l'évaluation du développement de l'enfant, son état de santé, les éléments qui constituent le projet personnalisé, les interventions, les organisations des interventions éducatives. Par contre, je ne vais pas du tout parler des actions futures, développement des études de recherche. La place de l'enfant, l'adolescent et de sa famille. Donc on continue notre exploration. Bien sûr, il est rappelé les droits de l'enfant, des adolescents, à être reconnu dans sa dignité, son histoire, sa personnalité, ses désirs, ses capacités, ses limites. Donc voilà. Ensuite, un point très important, il faut associer l'enfant et sa famille. Alors vous voyez, dans l'idée d'associer, tous les temps vont être déclinés. C'est-à-dire qu'il faudrait l'associer et l'informer. Il y a associer, informer. Même au moment de l'évaluation, au cours de l'accompagnement, dans les temps de prise en charge en collectif. Voilà. Donc tous les moments sont concernés. Et on nous conseille des modalités d'information et de support de communication. Alors on sait très bien que c'est très important dans les TED, que la communication est complexe. Donc il faut se donner les moyens de cette information, de cette association. Alors, informer, associer. Associer, ça replace, ça souligne la place centrale du souhait de la parole de l'enfant. Je crois que c'est quelque chose dont on a vraiment conscience en pédopsychiatrie. C'est vraiment notre cœur de métier. Très souvent, on dit cette prise en charge ne marchera pas parce que l'enfant n'adhère pas. Il faut attendre que l'enfant quand même soit un petit peu dans le lien. Voilà. Je crois que associer l'enfant, c'est primordial. C'est une notion qu'on a depuis tout le temps. Informer, là, c'est plus compliqué. Je crois que la culture de l'information, très honnêtement, je ne suis pas sûre qu'on l'ait. Et ça, j'ai entendu plusieurs fois des personnes qui n'étaient pas forcément très au clair avec cette notion d'information. Alors, un exemple tout simple. Qu'est-ce qu'on va restituer au temps de l'évaluation? Nous, on y est très confrontés à Pédiatète, c'est-à-dire qu'on fait une évaluation diagnostique et fonctionnelle. On va décrire après l'évaluation fonctionnelle. Mais on se trouve à la fin avec un diagnostic qu'on va bien sûr donner aux parents dans un entretien de restitution. Mais se pose la question de qu'est-ce qu'on va dire à l'enfant? À partir de quel âge on va lui annoncer son diagnostic? Il y a effectivement ce temps de réflexion nécessaire. Alors, nous, l'option qu'on a prise, mais c'est à réfléchir, c'est de t'annoncer le diagnostic. Alors d'autant plus si c'est un adolescent, il faut qu'il ait une information. Mais comment on donne l'information? On le fait bien sûr en lien avec la famille, avec le souhait de la famille. Certains, là actuellement, on a une famille, ils sont très très inquiets de ce qu'on va pouvoir dire à leur adolescent.
Il est fragile, on peut pas lui dire. Ou d'autres parents, si c'est super, si vous pouvez lui dire, voilà. Bon, donc c'est vraiment une question importante. Je ne suis pas sûre qu'on se la pose autant. En tout cas, personnellement, moi, je me la posais pas autant avant de formaliser les choses comme ça à Pédiathède. Ensuite, les modalités de support. C'est vrai qu'il va falloir s'assurer de la compréhension. Qu'est-ce qu'on va pouvoir annoncer et comment on va l'annoncer. Il y a autour des troubles envahissants du développement beaucoup de supports qui sont proposés, beaucoup de supports visuels, et en fait on a pas mal d'outils. Et ça, l'utilisation des outils, c'est quelque chose de particulier dans le domaine de l'autisme, pour faire comprendre les choses. Voilà, je vous ai mis un petit picto. On a installé une affiche par rapport à l'autisme, qui décrit l'autisme en picto dans la salle d'attente, et il est fréquent qu'en entrant dans la consultation, les parents disent ah oui, mais ce que j'ai vu là, c'est exactement ça, avant même qu'on puisse discuter avec eux. C'est-à-dire que les pictos sont très informatifs et pas que pour les enfants avec autisme. La place des parents. Ça occupe une très grande place dans les recommandations et c'est vraiment quelque chose, je pense, auquel il faut qu'on s'arrête. Il est souligné l'importance de la première rencontre, qui nécessiterait une réflexion approfondie sur l'accueil. Comment on accueille les parents dans vraiment les modalités, qu'est-ce qu'on va dire, mais aussi la logistique, je dirais. Et que tout ça soit protocolisé, c'est-à-dire noté dans l'organisation du service lui-même. Ça, c'est pour les cadres. Voilà, il y a quelque chose, effectivement, tout le monde est concerné. Prendre en compte les situations familiales dans toute leur diversité, leur complexité. Bien sûr, repérer l'autorité parentale, privilégier le contact avec les deux parents. Et évidemment, collaborer le projet d'intervention. Et on parle d'adhésion partagée, on va y revenir, par l'ensemble des acteurs. Et toujours cette notion d'information, informer les parents, s'assurer qu'ils ont compris et s'assurer de leur accord. Concernant tous les niveaux, indications, objectifs, moyens. Alors la place des parents. C'est très important de souligner la valeur de cette première rencontre. Et la nécessité d'une relation de confiance. Ça, on est au courant, j'ai mis les petites jumelles. La relation de confiance qui va s'instaurer, on sait que c'est primordial, que c'est un des éléments capitaux, notamment dans les thérapies. C'est ça c'est une des éléments principaux d'ailleurs pour que ça fonctionne. Et peut-être le petit point supplémentaire, c'est de le penser en tant qu'organisation fonctionnelle, dans un but relationnel. Alors c'est vrai que là, très franchement, quand j'ai lu le texte, j'étais ravie parce que ça correspondait tout à fait à la pensée systémique. C'est-à-dire, c'est pas la même chose si on organise les fauteuils d'une certaine façon ou d'une autre. Voilà. Alors je pense qu'on peut aussi le lire comme ça, la place que l'on peut donner à cette première rencontre et à l'organisation qu'on va faire autour de ça. On peut en parler. Les exemples. On a vu dans nos rencontres pas mal d'unités ont fait leurs plaquettes. Comment s'organisent les rencontres, qui reçoit qui, à quel moment. Donc ça, c'est protocolisé déjà. Peut-être qu'on peut protocoliser un peu plus différemment, je ne sais pas. En tout cas, c'est à réfléchir. La diversité et la complexité des situations familiales, on connaît bien. La nécessité de collaborer, le projet personnel d'intervention avec la famille. Là, c'est appelé adhésion partagée. Je pense que d'habitude, nous, on parle d'alliance thérapeutique. Mais ma foi, on est un peu dans la même chose, avec l'idée que cette alliance, cette adhésion partagée, elle est vraiment fondamentale. Un petit exemple, on reçoit très fréquemment à Pédiathède, et c'est une des fonctions de cette unité, des demandes dans le cas où l'adhésion n'est pas partagée. C'est-à-dire que, par exemple, la structure de soins ambulatoire va proposer un lieu d'accueil, un hôpital de jour, va proposer un type de prise en charge, et ça ne va pas être accepté par la famille. Ça, c'est une chose. Ou bien l'enfant est suivi d'une certaine façon, et puis un autre médecin voit cet enfant et souhaite une évaluation sous un autre angle. Etc., etc. En tout cas, il peut y avoir des moments où l'adhésion n'est pas partagée. Donc c'est vrai que là, on prend un temps de réflexion, on prend un temps d'évaluation, et ça permet de rétablir
cette adhésion partagée, alliance thérapeutique, autour d'un projet qui peut être commun et à tout le monde. J'ai cité là le groupe d'accompagnement. Il y a eu plusieurs groupes qui sont faits, mais celui-là me semblait intéressant. Le groupe d'accompagnement à l'hôpital de jour au CMP de Rambouillet, si je me suis pas trompée, c'est ça, qui est particulièrement dans cet état d'esprit, qui me semble répondre parfaitement à ça, c'est-à-dire que cette adhésion partagée, elle n'est pas gagnée. Il faut co-élaborer le projet. Et il faut un certain temps. Donc peut-être que c'est en groupe effectivement qu'on peut avoir ce temps de réflexion. Voilà, je trouvais que c'était un bel exemple. Informer et s'assurer de la compréhension des parents. Alors c'est pas très simple de s'assurer de la compréhension des parents. L'information, elle va passer par des plaquettes d'unité, par exemple. Mais je me suis posé la question si les plaquettes d'unité, elles étaient assez précises, parce que finalement, quelles sont les informations que recherchent les familles? Très récemment, une maman me dit voilà, j'ai trouvé un pédopsie, un libéral, il a sur sa page Google, alors je suis pas allée voir la page Google, il indique qu'il utilise le Teach, qu'il connaît le PECS, enfin voilà, il y avait tout le listing de ce qu'il faisait. Est-ce que dans les plaquettes d'unité est spécifié l'utilisation du Teach, parce que c'est quand même les demandes que nous font les familles, voilà. Les liens fréquents avec la famille. Alors il y a des choses qui sont faites. Donc dans certains, j'ai cité un hôpital de jour, mais ça pourrait être d'autres. Donc les réunions fréquentes avec les familles, oui, pour qu'il y ait ces échanges d'informations, pour que les parents comprennent ce qui est fait dans le soin avec leurs enfants. On continue sur la place des parents. Là, c'est une autre dimension qui est abordée. À savoir faciliter l'écoute, le soutien des parents, proposer différentes modalités d'appui. Alors, je vous le liste, en fait, ça vient dans l'ordre comme il apparaît dans le texte. Puis après, on va y réfléchir. Donc, on nous parle d'informations sur les TED et les interventions, d'aide à la compréhension de l'enfant, de soutien psychologique, d'échanges entre parents sous différentes formes, de contact avec les associations, d'information, d'aide à l'accès aux ressources extérieures comme la MDPH, de l'organisation de modalités de participation collective des parents, conseil de vie sociale, commission de relations avec les usagers, etc. Bon. En gros, il y a 3 types d'appui aux parents. Il y a l'information, donc qui serait plutôt de l'ordre d'un dispositif pédagogique, qui correspond au fait de délivrer des connaissances. Il y a la formation guidance, qui correspondrait plutôt à donner des compétences. Par exemple, aider les parents à développer certaines habiletés, certains comportements chez leurs enfants. Et il y a le soutien psychosocial, qui serait plutôt un soutien à la parentalité, un soutien psychologique, qui aurait des conséquences en termes de qualité de vie. Voilà. Donc il y a un peu 3 types d'appui, ceux qui nous sont demandés d'une certaine façon, et 2 modalités, à la fois en individuel et à la fois en collectif. Alors, je voulais juste vous faire un petit mot sur les groupes d'éducation thérapeutique, parce qu'on est allé, je ne sais plus quand, il n'y a pas tellement longtemps, à l'ANCRA. Donc l'ANCRA, c'est l'Association nationale des centres ressources autisme. Donc il réunit tous les centres ressources autisme de France, et tous les ans, il y a un colloque de l'ANCRA, donc auquel nous essayons de participer, bien entendu. Bien que c'est clair pour tout le monde, nous ne sommes pas un CRA, nous sommes un centre diagnostic en lien avec le CRAIF, le Centre Ressources Autisme Île-de-France. Donc on est allé, et là il y avait énormément de présentations concernant les groupes d'éducation thérapeutique. Alors l'éducation thérapeutique, vous savez que ça va être dans ce cas-là aider les parents à acquérir ou à maintenir des compétences dont ils vont avoir besoin pour gérer au mieux leur vie et le handicap de leur enfant. Donc, 2 exemples pour vous donner une idée de comment ça fonctionne. Il y a par exemple le Centre Ressources Autisme de Rennes qui a fait un programme auprès de familles d'enfants avec autisme qui a été reconnu programme d'éducation thérapeutique, parce que beaucoup de centres, nous pédiatres on fait ça aussi, font des groupes de parents mais qui ne sont pas reconnus groupes d'éducation thérapeutique, parce que ça doit remplir certains critères très précis, notamment de formation des gens qui organisent le groupe. Donc ils organisent 5 séances
avec des thèmes pour les 5 séances, et ils évaluent par un questionnaire de qualité de vie. C'est donc un questionnaire délivré aux parents, il y a 107 questions, 7 domaines, et en gros, les 5 séances, je vous liste, ça va vous donner une idée, un petit peu des thèmes, base de connaissances, outils de structuration et utilisation dans la vie quotidienne, scolarisation et comment agir au quotidien, communication de l'enfant autiste, aider la fratrie de l'enfant autiste et gérer les problèmes de vie quotidienne. Voilà. L'exemple du programme étape, c'est fait au CRA Aquitaine. Là, c'est un programme un petit peu plus ambitieux, puisque ils sont partis d'un temps déjà d'identification des besoins pour établir ensuite un référentiel de compétences. Ça donne lieu à toute une recherche organisée par une unité de recherche et sous la direction de 2 professeurs, professeurs Michel et Bouvard. Et donc là, ils organisent en 7 séances. 7 séances, donc une séance tous les 15 jours, qui reçoivent 10 parents maximum, avec 2 professionnels qui co-animent. Et les thèmes, alors on retrouve à peu près les mêmes thèmes. Hein. L'autisme, qu'est-ce que c'est pour vous en tant que parent? La communication avec mon enfant, comprendre les liens entre émotions et comportements, vivre avec le regard des autres, le lien avec la famille et l'entourage, identifier et utiliser les ressources du système de prise en charge et une séance libre. Donc ce programme étape fonctionne actuellement. Ils ont fabriqué les supports, enfin voilà. Et je pense, j'ai cru comprendre qu'il y avait un autre centre à Robert Debré qui utilisait le même programme. Voilà, mais là, on est dans un cadre de recherche, mais de quelque chose qui fonctionne déjà. Le premier résultat qu'ils ont eu, qui est peut-être intéressant à noter, c'est que d'abord il y avait un élément important. Et dans le groupe qu'on propose également à Pédiathède, on s'y est confronté et on continue de s'y confronter, c'est que le problème principal, c'est la garde des enfants. C'est-à-dire que quand les parents viennent, il faut faire garder l'enfant qui a un trouble, et c'est pas évident. Donc eux, ils ont résolu, il y a des personnes qui gardent les enfants. Les enfants sont reçus en parallèle. Bon, on n'a pas encore les moyens, nous, mais ce serait pas mal. Et en tout cas, le premier résultat qu'ils ont, c'est l'augmentation de la connaissance du trouble, évidemment, avec toute l'information qu'ils ont délivrée, mais aussi l'impact positif sur le sentiment de compétence parentale. Ça, il y a des échelles qui peuvent tout à fait mesurer le sentiment de compétence parentale. Et puis notre petit exemple de groupe parents de Pédiathède, voilà, qui fonctionne aussi dans un nombre de séances limitées, 5-6 séances. On est donc étalé une séance par mois sur 6 mois. Comme on vous l'a expliqué ce matin, ça s'adresse, on le propose aux familles pour lesquelles on a posé le diagnostic d'autisme typique. On a fait ce choix de cibler sur vraiment des enfants qui avaient un profil clinique similaire pour que les parents puissent se retrouver dans les descriptions qui sont faites pendant le groupe et qui puissent un petit peu s'identifier et aux autres parents, identifier leur enfant aux enfants des autres. Et puis on fonctionne par thème défini. On donne énormément de support. Voilà, donc dans la compréhension, les parents ressortent à chaque fois avec des supports papier, on fait des PowerPoint, on leur donne les PowerPoint, on leur passe des vidéos, on leur donne des listings d'associations, d'adresses mail, enfin on essaie de les orienter un petit peu pour qu'ils ne soient pas noyés, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de possibilités d'informations, mais les parents sont souvent noyés, et pour autant, il leur manque parfois des adresses fondamentales de garde d'enfants spécialisés, ça existe. Voilà. Donc on essaie de rassembler tout ça et qu'ils ressortent avec des choses un petit peu plus claires dans leur tête. Voilà. Alors par rapport à la question, alors je sais pas si c'est après. Non. Bon. On y reviendra après. Si. Par rapport à la question qui est en haut, je la trouvais plus. Est-ce que c'est notre rôle finalement? Est-ce que c'est notre rôle d'être professeur, d'être enseignant et d'informer? Parce que là, franchement, la première séance, on fait un cours, hein, on leur fait un PowerPoint, puis on leur explique, voilà. Et pour certains parents, c'est une découverte, hein, notamment quand on parle des éléments sensoriels.
les parents disent ah oui, alors c'est pour ça que mon enfant fait telle chose. Enfin, pour certains parents, je pense que c'est quand même très important. Des choses qu'on n'a absolument pas le temps, vous imaginez bien, de faire. Même si on fait 1h30 à 2 heures d'entretien de restitution, on peut pas tout évoquer dans ce temps-là. Donc, est-ce que c'est notre rôle d'être professeur ? Je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse. Alors, je n'ai pas la réponse. Pour l'instant, personnellement, ça ne m'a absolument pas gênée de faire ce temps d'information, et j'ai trouvé qu'au contraire, c'était très important. Et dernièrement, il y a eu un papa qui a fait un retour qui m'a semblé très éclairant et très encourageant. Une des grandes difficultés des familles, c'est quand même le regard des autres. Et de voir l'incompréhension, de lire l'incompréhension dans leur entourage, des personnes qu'ils croisent quand ils sont dans les magasins, et du coup de se sentir disqualifiés en tant que parents. Et ce papa a fait une très belle évolution, parce qu'au début du groupe, je pense Léa que tu verras de qui je parle, au début du groupe, il était, je pense, assez ignorant des troubles de son enfant. Il est venu pour ça. Finalement, il a eu une action, donc on est à peu près aux 3/4 du groupe, où il a pu devenir lui le professeur. C'est-à-dire que, je pense là, il y a un phénomène d'identification. Il a pu expliquer à d'autres personnes comment son enfant fonctionne. Et donc ça lui donne des outils pour faire face, des outils pour se sentir plus compétent. Donc je pense que là, on a une preuve qu'on est tout à fait dans notre rôle de soignant. Parce qu'on peut aussi être support d'identification. Voilà. Alors, la place de la fratrie et de la famille élargie. Alors, il n'y a pas que la famille. Il y a les parents, évidemment, c'est capital. On en a parlé quand Mario a parlé, et on y reviendra tout à l'heure, de la place des parents dans les prises en charge. Mais ça va beaucoup plus loin, si on continue à prendre notre loupe. Il y a la répercussion du handicap d'un enfant sur la fratrie, mais aussi la famille élargie, les amis proches. On étend le champ, et donc on parle d'information et de soutien, d'accompagnement de la famille, bien sûr, mais avec attention particulière à la fratrie, et aussi décliner comment on va prendre en charge cette fratrie. Donc là, on nous cite soutien individuel, groupe, activité conjointe. Alors, la place de la fratrie, c'est sûr que pour le point 2, l'attention doit être portée sur la fratrie du fait du risque de TED. Vous savez qu'il y a beaucoup plus de risques qu'un enfant de la fratrie présente un TED s'il y a un premier diagnostic pour un enfant de TED. Donc on a ce travail de prévention à faire. Comment est-ce qu'on le fait ? Je pense qu'on le fait, c'est-à-dire qu'on a toujours un œil vigilant sur le petit frère, la petite sœur. Pour autant, est-ce qu'on doit le signifier clairement et dire peut-être ce serait bien qu'on rencontre, que je vois votre autre enfant. Enfin, comment on organise ça ? Ça, c'est l'attention dans une visée un petit peu de dépistage. Et puis, il y a l'attention à la fratrie dans l'idée de retentissement. Alors, les groupes de fratrie, il y a pas mal d'IME qui en proposent, ou qui sont en projet d'en proposer. Je ne connais pas, mais peut-être que, en tout cas sur le secteur, je ne crois pas qu'il y ait de groupe de fratrie dans les secteurs de pédopsie. Est-ce qu'il faut en faire ? Bon, voilà. Comment on envisage nous ce soutien à la fratrie ? Alors face à cette dimension, nous à Pédiathède, on s'est dit qu'on allait proposer des consultations de fratrie. Voilà. Donc à l'issue des entretiens de restitution, on évoque cette dimension. Et déjà, rien que le fait de proposer ça, c'est un éclairage nouveau, et je pense que c'est une façon de conduire les familles à se poser la question. Et donc c'est pas obligatoire, bien sûr. Et donc certaines familles nous rappellent quelques petits temps après pour nous demander une consultation pour la fratrie. Voilà. Et donc dans ces cas-là, c'est vrai qu'il y a pas mal d'études sur le sujet. Là, je peux pas développer, mais il y a beaucoup d'études qui montrent que il y a pas mal de difficultés. On va pas développer, mais les identifications, l'impossibilité de se mettre dans une rivalité ordinaire, etc. Les problèmes scolaires, ne pas, comme lorsqu'on est fratrie de tout enfant qui porteur de handicap, est-ce qu'on a le droit de réussir à l'école, etc.
Donc ces entretiens de fratrie, pour l'instant, nous on les propose à type de dépistage, c'est-à-dire est-ce que ça va bien, ou en gros la famille gère, parce que beaucoup de familles s'en sortent très très bien avec la fratrie, c'est pas du tout voilà. Et puis dans certains cas c'est difficile. Donc dans ces cas-là, c'est plutôt l'idée de pouvoir leur dire ce serait peut-être bien d'aller consulter pour cet enfant, ou bien ce serait bien simplement de l'écouter un peu plus, d'être attentif à certains points. Voilà. Donc quelle proposition on peut avoir là? Je n'ai pas la réponse. C'est vrai que c'est un peu facile de vous donner cet exemple à Pédiathèque, parce que là tout est organisé pour. Je sais très bien que ça n'a rien à voir dans les structures ambulatoires. Il y a par exemple pas de consultation de fratrie au CMP de Versailles. Je vous rassure, c'est pas ça. Mais quand même, il faut avoir ce regard, et peut-être de façon un petit peu plus organisée. Alors la famille élargie, ça c'est intéressant aussi, parce que les grands-parents sont très sollicités pour les accompagnements. Je pense que ça concerne tous les CMP. Donc là, il faut aussi penser à l'impact sur eux. Voilà, est-ce qu'il y aurait une information à donner aux grands-parents? Comment on les accueille? Bon, à réfléchir. Ensuite, l'évaluation du développement. Ça, c'est peut-être la grosse partie. Je parle jusqu'à quelle heure? Non. Voilà. 16 heures 16 heures, ok. Bon, je peux ralentir alors. L'évaluation du développement. Donc, vous avez compris ce matin que c'est la partie capitale pour mettre en place le suivi, que ça fait partie du diagnostic. Donc, dans les recommandations, il y a à la fois comment on peut évaluer ce développement et quand. En fait, tout est expliqué. Il y a un élément important qui est la démarche, c'est-à-dire le diagnostic est à la fois un diagnostic nosologique, TED, les fameux F, et puis aussi une évaluation fonctionnelle des troubles et des capacités. C'est toujours lié. Alors, dans les sans diagnostic, c'est lié. C'est-à-dire qu'on ne fait pas qu'un diagnostic, on fait forcément, obligatoirement, l'évaluation du fonctionnement par domaine. Voilà, ça n'aurait aucun sens de ne faire qu'un diagnostic. On pourrait le faire, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait partager les outils qu'on va utiliser dans le diagnostic, on va le voir après. Il y a des outils pour le diagnostic et il y a des outils pour le fonctionnel. Bon, mais ça n'a aucun sens, parce qu'on ne va pas soigner un diagnostic, on ne va pas proposer un projet pour un diagnostic. Alors voilà les fameux 3 mois, parce que tout ça, c'est pour organiser le projet personnel d'intervention. Et donc on est censé évaluer dans les 3 mois après la première consultation qui a évoqué le trouble du développement. Et de mettre en œuvre immédiatement les interventions, même si on n'a pas fini ces évaluations. Et autre point important, tout ça doit être fait par des équipes pluridisciplinaires. Ce n'est pas une personne qui va poser le diagnostic seule dans son cabinet, ou ailleurs d'ailleurs. C'est pas une personne seule, c'est un diagnostic qui correspond à un travail d'équipe. Alors, un petit rappel, comment on établit le diagnostic? Il y a 2 sources d'informations. Les informations qui sont recueillies auprès des personnes qui connaissent bien l'enfant, les parents, les professionnels en contact avec le sujet, donc ça peut être les médecins, les psychos, les éducateurs, les gens de crèche, les enseignants, les rééducateurs, tout le monde. Et puis l'observation directe de l'enfant. On va utiliser des outils diagnostiques spécifiques et des outils d'évaluation spécifiques et non spécifiques. Bon, je ne vais pas vous développer les outils, on a fait des formations, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler à Pédiathèque. Il existe des outils diagnostiques, qui sont l'ADIR, la DOS et la CARS. On va y revenir après dans l'utilisation peut-être qu'on peut faire de façon un peu plus courante. Je poursuis, l'évaluation dans le cadre du suivi, elle est donc, on a dit pluriprofessionnelle, ça ne se fait pas qu'une fois, ça va revenir normalement tous les ans. Tous les ans, on devrait être en capacité de réévaluer le niveau de développement domaine par domaine, en s'appuyant sur les évaluations fonctionnelles, sur le partage d'observations,
en faisant un compte-rendu et en ayant recours à des compétences extérieures de temps en temps, comme l'ECRA, donc pas systématiquement dans l'ECRA, je pense que c'est clair maintenant, les centres diagnostiques ne font pas toutes les évaluations de tout le monde tous les ans, et en communiquant les résultats, donc en temps d'échange, en consultation avec la famille et également par écrit, et aussi aux médecins traitants et aux autres professionnels. Donc j'ai essayé de résumer, je ne sais pas s'il est très clair ce tableau, mais enfin d'essayer d'en mettre un maximum en une diapo. Donc, voilà l'enchaînement des événements. Vous voyez qu'il y a 3 temps. Il y a la première consultation, on va évoquer le diagnostic pour la première fois. On fait l'évaluation qui va avoir donc un niveau diagnostique et un niveau fonctionnel. Et puis, il va intervenir le suivi, le recours ponctuel aux compétences, et puis ce qu'on va faire au fil de l'eau, au fil du suivi, qui va donner lieu à un écrit par trimestre, normalement. Ce seraient peut-être les synthèses qu'on fait dans le dossier, et une évaluation annuelle qui devrait donner lieu à un écrit adressé aux parents et aux médecins traitants tous les ans. Alors, 3 mois entre le premier encadré et le deuxième, c'est difficile, soyons clairs. Mais néanmoins, il faut déjà qu'il y ait l'entre-deux. La question de séparer le diagnostic et le suivi reste entière. Alors, c'est vrai qu'à Pédiathède, on est séparé du suivi. Ça, c'est clair. On n'est pas une équipe de suivi. Donc, ce n'est pas évident. Voilà, je ne réponds pas à la question. Souvent, je fais l'analogie avec les orthophonistes. Les orthophonistes font un bilan avant de commencer leur suivi et aiment bien baser leur suivi sur leur bilan. Comment on travaille après avec le bilan d'un autre? Moi, je serais heureuse d'avoir des retours de nos bilans. Est-ce que vraiment, les équipes de suivi, après, s'approprient les éléments qu'on a observés? Pour moi, ça reste une question, j'espère, parce que sinon, on travaille pour pas grand-chose. Voilà, mais il faut en tout cas bien réfléchir à cette cohérence entre l'évaluation qui va être faite par certains et le suivi, si les deux ne sont pas les mêmes personnes, les mêmes équipes. Donc, l'évaluation, est-ce que c'est une évaluation simplement, ou est-ce que on est déjà dans un temps thérapeutique? Je trouve que c'est une question importante aussi, parce que on va revenir en filigrane aussi. On est habitué dans les services de pédopsie à être tout de suite dans le soin. On est des services de soins. On n'est pas des services d'évaluation. Alors, à Pédiathède, on a un service d'évaluation. On n'est pas un service de soins. Bon, je peux vous dire que dans les temps d'évaluation, moi j'ai l'impression d'être complètement soignante. Je n'ai pas du tout l'impression de cocher des cases. Ça, je peux vous le dire. Parce qu'il se passe énormément de choses. Alors peut-être pour ceux qui m'ont déjà entendu, ils vont avoir l'impression que je me répète, mais très franchement, les entretiens que l'on peut mener avec les parents qui durent 2 heures, il se passe beaucoup de choses, et on est déjà dans un temps thérapeutique s'il y a des prises de conscience, si les 2 parents se rendent compte qu'ils n'ont pas la même vision sur les troubles de leur enfant, il se passe des tas de choses, je vous assure. Donc pour moi, c'est une séquence thérapeutique. Évidemment, on n'est pas dans le suivi, mais on est déjà dans une séquence thérapeutique, forcément. Donc, cette évaluation, est-ce qu'elle est déjà complètement séparée du temps thérapeutique? Voilà. La notion de bilan complet, je pense que là, c'est aussi un temps du changement. C'est-à-dire que on fait des bilans, on a la culture des bilans en service de psychiatrie, mais je ne crois pas, ou peut-être que je me trompe, mais qu'on ait l'idée qu'on commence par un bilan complet. Alors, est-ce que c'est la gestion de la pénurie qui nous fait commencer par un bilan psychomoteur, et puis après, peut-être on fera un bilan orthophonique, et puis voilà, et qu'on fait tout par étapes? Ou est-ce que c'est qu'on priorise parce qu'on pense que c'est important de prioriser? Voilà, moi j'aimerais qu'on se pose la question. En tout cas, dans les recommandations, c'est pas du tout comme ça que c'est proposé. C'est-à-dire que c'est bilan complet. Voilà, on fait tout. On se pose une question, est-ce que peut-être que ce serait un TED
eh bien, on fait tout le bilan. L'information aux parents, est-ce qu'on retransmet tous nos bilans systématiquement aux familles, tous les bilans orthophoniques, tous les bilans psychomoteurs, les conclusions de synthèse, voilà, et par écrit. Après, qu'est-ce qu'on va utiliser? Il est évident que l'ADI, les ADI, ça prend 2 heures, voire 2 heures et demie. Est-ce que c'est réalisable de le faire en pratique courante dans les CMP? La DOS et l'ADI, il faut être formé, particulièrement la DOS. Il faut une formation, il faut en faire pas mal pour, comme tout test. Hein. C'est une question. Quelles échelles on va pouvoir utiliser dans des structures de première ligne? Et les bilans fonctionnels, alors on va voir la liste ensuite des tests qui sont proposés. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Je pense qu'on en connaît déjà pas mal et qu'on a pas mal de moyens à notre disposition et qu'il suffit de peu de formation supplémentaire pour qu'on arrive à un niveau de compétence déjà très très bon. Un petit point qui est très positif, il me semble, c'est qu'il est largement souligné qu'il y a les observations informelles font partie intégrantes de ce que l'on doit recueillir. Donc tout ce que l'on sait faire, ça, les informations informelles, il n'y a pas de souci. Mais ça en fait partie, ça a une valeur pour comprendre le fonctionnement de l'enfant. Voilà. Et donc l'évaluation annuelle, j'en ai déjà parlé, j'avais une autre idée, mais elle vient de partir. Elle va revenir. Alors, un petit exemple justement de cette réflexion, parce que on s'est dit, à Pédiatède, c'est effectivement c'est très confortable de faire les évaluations puisqu'on a tout. On a psychologue formé, orthophoniste formé, donc c'est très confortable. Ça l'est beaucoup moins en CMP, où faut que les gens partent se former, les formations coûtent cher, on n'a pas forcément le temps. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire comme évaluation qui soit vraiment valide, qui réponde aux attentes des familles, qui sont quand même l'évaluation des besoins de leur enfant, une évaluation diagnostique, mais aussi des besoins, et puis être dans ce schéma d'une proposition d'évaluation qui va porter le projet de soins. Et comment le faire de façon économique, en temps, sans modifier complètement, sans remettre en cause toute notre organisation, tout ce qu'on sait faire. Et puis aussi peut-être pour apporter d'autres éclairages, parce que allô, ça revient. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire également qui réponde à nos questionnements? Alors, il se trouve par exemple qu'on a eu pas mal de questionnements sur des diagnostics différentiels au CMP avec des difficultés d'attachement, des troubles de l'attachement. On avait des enfants pour lesquels on se posait la diagnostic d'un TED ou d'un trouble de l'attachement. Donc, comment organiser ça? On se la pose aussi sur Pédiatède, bien sûr. Mais comment organiser ça au CMP? Parce que c'était vraiment une question récurrente. Donc, répondre aussi à nos questionnements, nous, par rapport aux populations qu'on reçoit. Donc, on a imaginé le groupe TEDI. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le domaine somatique. Je pense qu'il faut qu'on se penche un peu sur la question. Alors là encore, j'ai très honte parce qu'à Pédiatède, on est extrêmement gâtés parce qu'on a le neuropédiatre universel. On a Roger Buissonnière qui a une vacation d'une demi-journée. Donc toutes les semaines, on a une synthèse avec lui. Donc c'est un grand bonheur. On peut lui poser toutes les questions qu'on veut. Voilà. Donc, mais j'imagine, pour l'avoir vécu, ne pas avoir de somaticien sous la main, combien ça peut être compliqué. Donc, d'autant plus qu'il faut, dans les recommandations, un suivi au minimum annuel. Alors, on l'a vu ce matin avec les généralistes, quand même, ils voient les enfants qu'ils suivent, ils les voient 2 fois. Donc, c'est plutôt bien. On dépasse les espérances de la HAS. Bon, est-ce que les autres sont suivis? C'était la question.
Des examens complémentaires par spécialiste tous les 2 ans, entre 2 et 6 ans et aux âges de transition. Donc ça peut être en fonction des besoins. Mais bon, c'est pour dire que il faut quand même penser à des évaluations un petit peu plus complexes. Notamment, il y a nécessité de suivre les progrès de la génétique. On a vu que ça se modifie très très vite. Donc il faut réévaluer régulièrement. Et puis souvent les petits par exemple n'ont pas eu leur IRM parce que c'est compliqué de les mettre dans la machine qui fait du bruit. Donc peut-être quand ils sont plus grands, il faut le faire, etc. Évidemment, le domaine somatique est prioritaire quand il y a une pathologie intercurrente qui est suspectée. On nous souligne, et on va y revenir là-dessus, la nécessité d'anticiper, d'adapter les consultations. Et il faut repérer les pathologies fréquemment associées. Alors, je vous les rappelle, mais vous les connaissez. L'épilepsie, les troubles du sommeil, l'anxiété, la dépression, déficit de l'attention, hyperactivité et les troubles nutritionnels, on pourrait dire les troubles digestifs. Donc, un petit point sur l'anticipation, l'adaptation des consultations, parce que je pense que c'est quelque chose qui va se développer, qui peut-être pour nous nécessite un regard un peu différent. Et pour lequel il y a des exemples. Il y a par exemple l'exemple du support d'une plaquette qui a été rédigée par le CRAIF et l'assistante publique qui donne des conseils pratiques à destination des professionnels de santé. Alors, j'ai relevé une jolie phrase dans cette plaquette qui est dit « La consultation est un moment extrêmement angoissant pour la personne atteinte d'autisme. Il vous faudra beaucoup de patience et de compréhension pour la mener à bien. » Donc, il y a toute une liste de conseils. Ça, je pense aux généralistes, je pense aux pédiatres, mais aux consultations en service d'urgence. Il y a des outils pour améliorer les choses, parce qu'il y a vraiment des choses à faire pour que ça se passe mieux. Il y a des exemples de réalisation assez admirables, comme ce que fait le docteur Saravan au centre Barthélemy-Durand, où il reçoit en centre douleurs et soins somatiques des patients en tête pour vraiment évaluer les troubles somatiques dans une grande finesse. Alors, j'ai mis en dessous un point d'interrogation, durée des actes et remboursement, parce que tous les actes somatiques avec des patients autistes, alors pas tous, mais quand vraiment les patients ont un handicap sévère, un autisme sévère, sont très angoissés dans le temps de la consultation, d'autant plus si on ne la réalise pas dans des bonnes conditions en ayant préparé, vont prendre beaucoup de temps. Par exemple, le docteur Saravan disait qu'il voyait 2 patients par demi-journée. Donc, ce qui n'a rien à voir avec une file active de pédiatre classique. Donc, il y a un problème de durée d'acte, de remboursement qui ne va pas être négligeable dans le fait qu'on trouve des lieux d'accueil spécifiques pour ces patients. Et puis toujours l'idée des supports visuels. Alors là, je vous ai mis 3 associations qui proposent des supports visuels pour préparer des consultations. Il y a l'association Sparadrap, c'est pour plein de consultations différentes. Rhapsody FESODEV, c'est pour les consultations dentaires. Voilà. Donc il y a par exemple la SODEV a un lieu avec une salle où il y a tout le matériel du dentiste. Et donc il peut y avoir une habituation de l'enfant à la salle, à comment le dentiste procède. Il y a une petite mallette où on peut proposer à l'enfant d'écouter pour une espèce de désensibilisation les bruits que font les outils dentaires. Voilà. Et puis, par exemple, pour le G, nous, on a essayé de développer ça parce que tous les enfants qui sont bilantés dans le cas de Pédiathède vont bien sûr faire un électroencéphalogramme et ce n'est pas du tout évident avec certains enfants de leur faire accepter d'avoir un bonnet sur la tête, de rester calme pendant le temps de l'EG. Donc il y a un protocole qui est fait avec notre infirmière Lee pour, dans certains cas, encore une fois, pas pour tous les enfants, il y a des enfants pour lesquels ça ne pose pas de problème. En tout cas, on protocolise pour que l'enfant s'habitue. On donne un petit bonnet à la famille qui va lui mettre plusieurs fois. On l'emmène une fois dans la salle. On lui montre les images pour qu'il lui explique bien tout ce qui va se passer.
toujours sur le domaine somatique, les pathologies associées. Alors, le bilan somatique, on l'a vu, la place des généralistes. Il faut vraiment qu'on y songe, la place des pédiatres. À propos des généralistes, c'est vrai qu'après ces réunions qu'on a fait dans le cadre des actes du réseau, on s'est aperçu qu'on avait très 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 peu de liens avec les médecins généralistes. En cherchant pourquoi, d'abord peu nous adressent à Pédiathède, mais on n'a pas plus de liens d'ailleurs au CMP. Surtout, à chaque fois qu'on faisait une restitution, moi je me suis aperçue que je demandais aux familles à qui voulez-vous qu'on adresse le compte-rendu. Jamais elles me disaient aux généralistes. Donc, parce que Donc, personne n'avait l'idée, enfin personne, très peu de familles n'avaient l'idée de penser généraliste. Alors c'est vrai qu'il y a des difficultés, qu'il n'est pas obligatoire pour les enfants d'avoir un médecin traitant. Et puis, beaucoup de familles n'avaient pas l'idée que ça allait concerner le médecin généraliste. Du coup, comme il n'était pas dans la liste des familles données, je ne leur adressais jamais de compte-rendu. Donc, après cette entrevue et cette prise de conscience, eh bien, on est beaucoup plus directif et on demande systématiquement le généraliste. Mais vous avez bien un généraliste à qui, voilà. Et donc, finalement, on envoie de plus en plus de compte rendu aux médecins généralistes. Donc, je ne sais pas quel va avoir l'impact. Bon, on verra. Où trouver les spécialistes? On l'a vu. C'est pas facile. Comment on va organiser les filières de soins? Et la recherche des pathologies associées. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre à côté des psychiatres davantage sommaticiens. Très franchement, je ne crois pas qu'avant cette plongée dans l'autisme, j'avais autant en tête le niveau somatique. Très honnêtement. Je crois que dans nos formations, on oublie très vite cette dimension. Et dans l'autisme, elle est extrêmement importante. Importante parce que, on l'a vu, il y a énormément de pathologies associées, l'épilepsie en premier, mais pas uniquement. Et il y a beaucoup de pathologies qui vont être, qui vont pouvoir donner lieu à un traitement. L'épilepsie, bien sûr, mais le TDAH, on vous l'a dit, beaucoup de familles maintenant viennent avec cette dimension d'hyperactivité, en plus de l'autisme. Ils posent la question, et c'est vrai que il y a pas mal de recherches dans ce domaine et qui montrent qu'il y a un impact positif de certains traitements de l'hyperactivité pour des enfants autistes. Il y a le problème de l'anxiété et la dépression. On voit vraiment des troubles dépressifs chez des enfants, alors plutôt des TED, pré-ados, ados, qui sont malmenés à l'école. J'ai vraiment plusieurs exemples en tête. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer comme prise en charge spécifique? Les troubles du sommeil, bien sûr, avec l'utilisation de la mélatonine. Donc, finalement, en tant que pédopsychiatre, est-ce qu'on va prescrire certaines choses? Est-ce qu'on prescrit la mélatonine? Je connais plusieurs pédopsychiatres qui prescrivent la mélatonine, de plus en plus. Est-ce qu'on va prescrire le méthylphénidate? Voilà. Est-ce qu'on va être des médecins davantage prescripteurs? Je suis allée il n'y a pas longtemps dans un colloque justement qui présentait ce que faisait le docteur Saravan. Et il y a un éducateur d'un IME, je ne sais pas où, donc je ne pourrais pas vous dire, qui était assez furieux contre les psychiatres de sa région, disant mais on ne trouve pas un seul psychiatre qui accepte de prescrire. Donc voilà, oui. Juste pour signaler que, en fait, le docteur Saravan est le président d'une association qui s'appelle l'Association nationale pour la promotion des soins en santé mentale, ANP3
SM, qui a un site internet, que si on fait. devient membre de Très l'association, bien il y fait. a un certain nombre de documents accessibles, et qu'il y a un congrès annuel, le prochain étant les 24, 25 et 26 juin à Paris, avec une demi-journée sur l'autisme le 26 juin au matin. Et c'est un moment extrêmement intéressant. Donc voilà, c'est un moment d'échange avec c'est pluridisciplinaire. Et effectivement, ces questions-là sont abordées très fréquemment. Voilà. Merci. Oui, oui, tout à fait. Ils ont un très bon site, très bien fait. Et effectivement, il est invité au colloque aussi ce jour-là. Okay. Voilà. Donc, il faut qu'on se pose la question de savoir si on va être des prescripteurs ou pas. Voilà. Moi, ça me semble évident, mais je ne pense pas que tous les collègues soient prescripteurs. C'est pas si simple d'être prescripteur si on n'a pas un bilan somatique. Enfin, ça pose certaines questions quand même. Hein. Le domaine des apprentissages. Alors l'évaluation, elle est prévue par les enseignants, les formateurs. Il faut avoir une bonne connaissance du cursus scolaire ou pré-professionnel envisagé, nombre d'heures de scolarisation, est-ce qu'il est en cohérence avec le PPS. Il faut évaluer les acquis. Bon, tout ce qu'on connaît, hein, qui est rappelé, les équipes de suivi de scolarisation qui sont animées par l'enseignant référent. Alors, quelles questions et quel positionnement on peut avoir par rapport à ça? La connaissance du cursus scolaire, je pense que c'est quand même la base. C'est des questions qu'on envisage tout le temps en pédopsychiatrie. Hein. On ne pense pas l'enfant en dehors de tous ces champs familiaux, scolaires, liens amicaux. Voilà, donc ça, on a l'habitude. Les évaluations par les enseignants, c'est pas toujours facile à récupérer. On demande souvent les évaluations scolaires de fin de trimestre. Certains enseignants sont très démunis pour évaluer des enfants qui ne parlent pas, qui ont des troubles du comportement. Donc les évaluations par les enseignants, on les a pas toujours. Hein. Et quelles sont les épreuves adaptées pour ces évaluations? Je vous ai dit tout à l'heure pour les évaluations cognitives, mais il y a aussi les évaluations scolaires. Alors notamment par exemple et aussi même cognitives pour les enfants qui sont non verbaux. Il y a un outil qu'on utilise de plus en plus, c'est le WISC non verbal. Ça nous a paru intéressant de sortir de ce champ des troubles du langage et de la communication qui nous empêchaient de voir vraiment les compétences de l'enfant. Donc on l'utilise de plus en plus. Et puis récemment, on avait tellement de demandes des familles par rapport aux orientations scolaires et on avait très très peu d'éléments concernant le niveau scolaire. Hein, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'on a pris un outil, l'EDA. Voilà, c'est l'évaluation des fonctions cognitives et des apprentissages, qui est un remaniement de l'ancienne brève, un enrichissement, qui évalue les compétences de la moyenne section au CM2. Donc on fait ça maintenant parce que c'est en fait une des questions centrales des familles. Où est-ce qu'on l'envoie? Est-ce qu'il passe au CP? Est-ce qu'il faut une CLIS? Est-ce qu'il ne faut pas une CLIS? Il n'y a pas que le niveau intellectuel. Il y a aussi les compétences scolaires. Hein, parce que le niveau intellectuel, vous l'avez vu, il y a des zones dans lesquelles les enfants sont peu compétents et puis il y a des zones de surcompétence, donc on est un petit peu perdu. Donc c'est important de savoir par rapport à une tranche d'âge, son niveau. Voilà. Le domaine de l'environnement familial, je vais accélérer. Je l'ai souligné parce que c'est quand même un propos intéressant. Il faut avoir une attention particulière à ce que l'organisation des interventions soit compatible avec le fonctionnement de la famille. Hein? Donc il va falloir évaluer comment fonctionne la famille. Hein? Donc au niveau social, culturel, humain, financier, administratif, aussi les connaissances, compétences concernant les TED. Hein? Et l'environnement matériel, il faut y penser. Donc l'environnement familial, est-ce que nos interventions vont être fonctionnement de famille compatible? Alors du coup, quelle famille pour quelles organisations? Quelles familles vont aller vers le CMP, vers l'hôpital de jour, vers l'IME, vers la CLIS, vers le libéral? Est-ce qu'il y a des profils de famille? Est-ce qu'il faut se dire, en hôpital de jour, c'est plutôt préférable pour des familles qui attendent telle et telle chose, qui ont tel profil, etc. On peut se poser des questions.
Comment on va évaluer ces aspects, hein? Alors, il me semble qu'on pourrait se poser la question des questionnaires parentaux. Il y a beaucoup de questionnaires parentaux qui évaluent le fonctionnement familial. Ce qu'on voulait mettre en place, on l'a toujours pas fait, parce qu'on a plein de choses à faire. Et puis aussi, comment ça va être reçu par les familles. Mais c'est important qu'on puisse les aider. Il y a vraiment beaucoup de choses, hein, sur le lieu de contrôle, sur le support social, sur le fonctionnement du couple. C'est très important. Face à un handicap, si le couple tient, c'est plus facile que si le couple est en conflit. Et puis le domaine dans l'environnement matériel, est-ce qu'il faut le faire passer par des visites à domicile? Est-ce qu'il faut recourir à l'ergothérapie? Voilà, je ne sais pas. Les éléments constitutifs du projet personnalisé d'intervention. Bon, je vais peut-être aller vite. On sait tout ce que ça doit, ça doit contenir. Alors, quand même une question. Jusqu'à présent, vous me direz si vous avez cette impression. Les projets personnalisés, en fait, c'est ce qui est écrit lors des réunions d'équipes de suivi de scolarité. Pour les enfants en ambulatoire, je ne parle pas des enfants qui sont suivis en hôpital de jour où là, les unités ont des projets écrits. Pour les autres, en ambulatoire, alors peut-être que vos équipes font différemment, mais ce que je vois le plus souvent, en fait, c'est que le projet s'écrit le jour de la réunion à l'école. Et en fait, qui écrit le PPI où? Est-ce que le PPI, c'est égal le PPS? Les interventions, en 10 minutes, ça me paraît compliqué. Les considérations générales, vous les connaissez. Rien ne peut prétendre à restaurer le fonctionnement normal. Il faut prioriser les interventions, pas sous-stimuler. Discuter le choix des méthodes. Bon. Tout ça, vous connaissez, je pense. Il faut... Alors, ce qui est recommandé... pour peut-être que ce soit clair, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, les recommandations, c'est les interventions précoces globales coordonnées, fondées sur une approche éducative, comportementale, développementale. Les recommandations sont dans le grade B pour les moins de 4 ans. Voilà. Après, c'est ce qu'on fait habituellement. Donc, je vais aller plus vite. Voilà. Avant 4 ans, globalement, selon l'Evidence-Based Medicine, ce qui est recommandé, c'est ABA, Denver, ce qui vous a été présenté ce matin par Mario Speranza, et Teach. Grade B pour les 2 premiers, C pour le 3e. Après 4 ans, c'est différent. Et absence de données, divergence des avis n'ont pas permis de conclure. Il n'y a pas de conclusion. Ça ne veut pas dire non recommandé. Il n'y a pas de conclusion sur approche psychanalytique, psychothérapie institutionnelle. Plus intéressant, il me semble, c'est ça. C'est ce qui a fait la preuve de l'efficacité. C'est le taux d'encadrement d'un adulte pour un enfant. On l'a vu que ça s'est appliqué dans pas mal de cas ce matin, dans pas mal de lieux de soins. C'est le rythme hebdomadaire d'au moins 20-25 heures par semaine, qui comprend temps de scolarisation avec accompagnement individuel adapté. Donc ça comprend le temps scolaire. Et c'est l'adaptation, la structuration de l'environnement matériel de l'enfant. Bon, ça c'est les principes du Teach, espace, temps, environnement sonore. Et évidemment, intégrer des stratégies pour prévenir, réduire les fréquences et les conséquences des comportements problèmes. Après 4 ans, c'est en fait ce qui est souvent fait, c'est-à-dire en fonction du niveau de développement cognitif, eh bien, on va adapter entre un suivi en scolarisation ordinaire avec un CESAD ou bien des interventions spécifiques focalisées ou bien carrément le passage en IME. Donc, le suivi, le type de suivi va être adapté au niveau cognitif. Bon, la liste des non recommandés. Ok. Bon, ça, on passe. Les prescriptions médicamenteuses, comme Mario vous en a parlé ce matin, on va pas se... Voilà. Alors, peut-être. Ça pose beaucoup de questions quand même. L'abord développemental et comportemental précoce. Le 1 pour 1 n'est pas possible partout. 20 heures, des fois, ça pose quand même pas mal de problèmes de moyens.
ce que j'ai pas mal entendu aussi, c'est vraiment 20 heures pour des 18 mois. Est-ce que c'est raisonnable? Ça paraît beaucoup pour certaines personnes. Voilà. Je vous pose la question. Hein, c'est des moins de 4 ans. Alors, 20 heures pour un 3 ans, 4 ans, ça ne nous choque absolument pas. Pour un 12-18 mois, qu'est-ce que vous en pensez? 20 heures. Bon. Je ne réponds pas à la question, je la pose. Hein, donc, quel type de prise en charge à 12 mois? La méthode non recommandée, demandée par les familles, parce que on parle toujours de la psychanalyse, mais moi, mon problème actuel n'est pas la psychanalyse. Mon problème, c'est les méthodes non recommandées que les parents plébiscitent. Quelle attitude avoir? Très honnêtement, ce n'est pas évident. Hein, des familles qui privilégient le Padovan, qui privilégient les 3i, voilà, elles sont pas recommandées. Oui, bien sûr. Alors je les connais pas toutes. Hein. Voilà. Les plus fréquemment, en tout cas dans la région, celle qui existe, je ne pense pas que le mélange gazeux, enfin j'en ai pas entendu parler hein, dans le coin. Les deux dont on entend parler régulièrement, c'est les 3i et Padovan. Hein, avec beaucoup d'orthophonistes qui proposent le Padovan, des familles qui sont très contentes. Hein. Voilà, comment on se positionne nous, ce n'est pas recommandé. C'est même pas accord. C'est pas on ne conclut pas. C'est on conclut qu'il ne faut pas. C'est non recommandé. C'est non recommandé. C'est pas la psychanalyse pose moins de problèmes. Ils n'ont pas conclu. Voilà. Bon, peut-être que c'est à intenter. Peut-être qu'il y aura des études sur Padovan qui permettront de dire, finalement, c'est intéressant dans telles circonstances. Bon, mais pour l'instant, ça pose une question de positionnement. Hein. Moi, je renvoie les familles. Je reste neutre. Actuellement, j'ai pris cette position, mais je ne sais pas. Je reste neutre sur le sujet. Si c'est le choix des familles et que je leur dis que c'est pas recommandé, mais si elles sont contentes, voilà, c'est leur choix. Mais moi, je ne vais pas les adresser pour des choses non recommandées, bien sûr. Voilà. Pour les moins de 4 ans, le SDM, hein, bien sûr, on est tout à fait convaincus, voire enthousiastes. Et puis, les suivis en parallèle qui se développent, c'est-à-dire beaucoup de suivis à la fois en service public, en consultation, et puis certaines parties qui sont faites dans le privé, certains suivis éducatifs à domicile en même temps. Donc on a un panel. Donc comment on va organiser tout ça? Je crois que c'est quand même un enjeu d'arriver à donner une cohérence à cet ensemble-là. Mais ça doit correspondre à certaines familles, pas à toutes les familles. Quelle méthode par rapport aux troubles sensoriels? Puisque une fois qu'on a fait le listing des troubles sensoriels, qu'on s'aperçoit qu'il a des troubles sensoriels, qu'est-ce qu'on en fait? Qui prend en charge? Comment? Avec quelle méthode? Quelle méthode est recommandée? Pour l'instant, là, c'est pas très précis. Certaines ergothérapeutes proposent des méthodes. Et pour les plus de 4 ans, donc adapté au niveau cognitif, on l'a vu, comment on va articuler les prises en charge classiques qu'on peut proposer et puis le niveau plus comportemental, à la fois en ambulatoire, mais aussi en lieu de soins. Non, je remonte, là, ça va pas. Donc, juste un petit exemple, qui peut-être va faire une ouverture sur l'atelier que vous aurez par rapport aux hôpitaux de jour. Donc, je remercie Léa Dormois de m'avoir passé la diapo de Mises. Donc, je suis désolée, ça vient des Yvelines Nord. Mais voici un exemple d'un atelier qu'on avait mis en place donc dans un hôpital de jour spécifiquement pour des enfants autistes, pour 5 places d'enfants autistes, avec donc un ratio à peu près 1:1, des soignants plus des rééducateurs qui menaient les ateliers tous les jours, donc que les matinées. Donc avec des objectifs par atelier bien définis, des objectifs par enfant,
C'était du teach, voilà, clairement défini, au sein d'un hôpital de jour qui recevait aussi des enfants qui avaient d'autres troubles plus classiques. Et ce qui était très intéressant, c'était que cette structuration a pu diffuser, c'est-à-dire que au fil du temps, les soignants se sont appropriés vraiment la structuration de leur travail. Il y avait évidemment cotation après, à chaque fin de temps de demi-journée d'atelier de ce qui était réalisé, des objectifs atteints ou pas atteints par enfant. Et puis, la grande richesse de ce type de travail qui aurait pu tout à fait figurer dans un IME, c'est qu'il y avait certaines orientations qui n'étaient pas de type comportemental, c'est-à-dire qu'on pouvait croiser les regards. Et donc, on pouvait, par exemple, un enfant TED qui avait bien progressé dans un domaine, on pouvait, en début d'après-midi, le faire venir avec les autres enfants pour un atelier commun, parce que lui, il avait accès à d'autres dimensions qui étaient intéressantes pour lui, dans son profil, dans son parcours. Donc, on pouvait mixer. Voilà. Mais c'est vrai qu'on s'était aperçu qu'on ne pouvait pas mélanger complètement tout le temps, que ce n'était pas possible, qu'il fallait un travail spécifique. Voilà, donc des temps dédiés. Voilà. Alors, ça, je vais peut-être partir pour vous aller directement à la réflexion. L'organisation des interventions et du parcours de l'enfant. Donc, on nous rappelle que c'est un travail transdisciplinaire et qu'il y a des situations de transition dans lesquelles on doit être plus particulièrement attentif. Alors, le travail transdisciplinaire, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comment il va être formalisé, parce qu'on a des équipes qui sont tellement diverses. À quel endroit on va organiser les choses, et on va l'écrire, cette organisation. Et puis les moments de transition, on a eu l'impression au fil des entretiens que les moments de transition, c'était là où on voyait arriver les patients dans les services psy. Alors, il a été cité, par exemple, l'arrivée à la sortie des IME. L'enfant n'a plus d'IME, hop, il arrive en psy. Les passages entre le primaire et le secondaire, les déscolarisations au cours du secondaire. Enfin, tous ces moments de transition, on voit arriver les patients sans préparation. Donc, c'est vraiment clairement dit qu'il faut anticiper. C'est vrai qu'il faut anticiper. Donc, anticiper, ce serait quoi? Peut-être qu'il y a un lien entre l'IME avant... entre l'IME et le service psy, je ne sais pas. Comment on peut faire pour anticiper, pour qu'on ne voit pas débarquer les enfants comme ça, sans préparation. La formation des professionnels, je vais directement à la réflexion. Alors ça, c'est vraiment, il faudrait l'encadrer en rouge, c'est noté qu'il faut être formé. Donc on est justifié de réclamer pas mal de formations. Hein. Donc dans ce temps de formation, le CDE a un rôle, le RPSM je pense aussi. On est sollicité pour beaucoup de formations, mais c'est très très bien. Et puis il y a d'autres choses intéressantes, c'est le soutien des équipes. C'est souligné que c'est difficile de travailler avec des enfants TED au quotidien. Et donc il est rappelé vraiment ce qui ressemble à la supervision. Donc là encore, est-ce que ça va faciliter les demandes de supervision qui sont onéreuses? Identifier les lieux d'accueil. Alors, identifier les lieux d'accueil, comment on va rendre lisible? Voilà, c'est un peu la démarche aujourd'hui. Comment on va rendre lisibles les approches utilisées dans les lieux de soins? Ça, je pense que c'est capital. Hein, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Tel médecin, il utilise telle méthode. Il ne faut pas simplement qu'on dise comment on fonctionne, mais si vraiment on a des gens formés au PECS, il faut l'écrire. Hein. Le répertoire, ça va être le travail du DECT. Par rapport au répertoire, on a fait à Pédiated la 3e soirée des libéraux. Donc là, on n'a pas fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a fait une soirée que des professionnels. Notre idée, c'était d'inviter tous les libéraux, donc psychologues, médecins cette année, ortho, psychomote, ergo, enfin tous les libéraux concernés par les TED. On les a invités à une soirée où donc il y a un intervenant qui présente un sujet, et dans l'idée de fédérer un petit peu tout ce monde, que les gens se connaissent et qu'on puisse au fil du temps arriver à avoir un annuaire des personnes qui prennent en charge les enfants avec TED, pour pouvoir après retransmettre ces coordonnées. On leur a demandé leur accord pour le transmettre aux professionnels et aux familles. Donc ceux qui sont d'accord, maintenant on peut le donner aux familles quand ils nous le demandent. Il est rappelé le choix libre et éclairé des familles.
Alors, moi, je pose une question. Comment on articule le choix libre et éclairé et la sectorisation ? On a vu tout à l'heure que finalement, il y a pas mal de gens des secteurs différents dans les intersecteurs, mais je trouve que ça reste une question. La formalisation par les lieux généralistes. Le mouvement, c'est quand même que les structures généralistes puissent accueillir des TED dans des places dédiées. C'est un petit peu ce qui avait été discuté. Par exemple, il y a eu des réunions autour de comment on allait organiser les nouvelles places en CESAD ou en IME. Et c'est vraiment ça qui a émergé. Voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, la possibilité d'offrir à la fois des prises en charge spécialisées et généralistes, notamment pour les TSA en cours d'évolution, parce qu'on parle toujours du début, de l'évaluation, de comment on va commencer la prise en charge, mais après les enfants évoluent et les besoins se modifient. Et on a peut-être besoin de choses un petit peu plus variées. On a besoin de groupes d'habileté sociale, mais on a besoin aussi peut-être de prises en charge spécifiques. Voilà. La conclusion. Toutes ces recommandations nous portent vers des changements concrets qui auront des répercussions pas seulement sur l'autisme, mais je pense sur la façon de travailler en général en pédopsychiatrie. Mais également, pour reprendre l'idée de départ qu'on pouvait être des médecins déprimés avec tout ce que l'on entend. Parce que je peux vous assurer qu'en allant dans les colloques, on entend énormément de critiques sur la pédopsychiatrie. C'est extrêmement douloureux d'entendre ça tout le temps. Il n'y a pas eu un colloque où je suis allée où il n'y a pas eu une critique de la pédopsychiatrie englobée dans la psychanalyse. Enfin, des choses très, 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 très dures. Donc c'est difficile. Je trouve qu'au niveau identité, on a vraiment à se positionner. Donc comment on va quand même pouvoir souligner les atouts qu'on a en pédopsychiatrie, parce que je pense sincèrement qu'on en a pour le suivi de ces enfants avec TED. Pour ça, il va falloir faire des changements. J'en ai listé 3, c'est peut-être pas les 3 que vous auriez retenus. Enfin, moi, je retiens ces 3-là pour aujourd'hui. C'est articuler l'évaluation et le suivi. C'est une nouvelle culture, c'est-à-dire qu'on ne s'embarque pas dans le suivi sans avoir posé ses valises par le temps de l'évaluation et une évaluation globale. Ensuite, faire des écrits systématiques pour les familles. Alors, vous inquiétez pas, je parlais aussi pour moi, parce que Pédiated, on en fait, mais ailleurs, c'est plus compliqué. Définir la place du suivi classique, qui lui est centré sur l'écoute, la relation, qu'on couplait de façon tout à fait traditionnelle aux interventions rééducatives ciblées. Ça, on sait bien faire. Et puis, comment on va organiser avec les techniques comportementales dont on a vu que quand même ça marche, il faut organiser certaines choses, et d'autant plus qu'on a des enfants jeunes. Comment on va coupler avec ces techniques-là ? Comment on va coupler avec des actions d'information ? On a vu que l'information aux familles est capitale, et puis on peut penser que c'est aussi quelque chose qui est du soin. Et puis si on arrive à garder un peu notre identité et à faire des changements, eh bien, je pense qu'on pourra vraiment proposer des choses riches, vraiment, face à la complexité de certains cas, parce que certains cas sont vraiment très, très imbriqués. Avoir un TED dans une famille qui va bien et qui a de l'argent, c'est pas du tout la même chose dans une famille monoparentale avec une maman qui a une bipolarité. Voilà. Comment avoir un TED plus une épilepsie plus syndromique, c'est pas la même chose qu'avoir un Asperger, etc. Les capacités d'adaptation aux familles en difficulté, il y a des familles, on a parlé des familles migrantes, il y a des familles qui sont en réelle difficulté. Ça, je pense qu'on a des grandes capacités d'adaptation face à ces familles-là. On a aussi pour nous vraiment une culture de la vision intégrative des différents domaines de développement. C'est notre pain quotidien. On ne voit pas les enfants sous un seul aspect. On les voit vraiment sur l'ensemble de leur domaine de développement. Et puis on a quand même l'expérience des coordinations, en coordination avec la MDPH, avec les écoles. Donc je pense qu'on a vraiment tous les atouts pour répondre à ce qu'on nous demande. Voilà, je vous remercie.